Bonjour. Alors, s'installer au Portugal en 2025, ça pose tout de suite une question, hein. Est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter son logement? Hmm. C'est un peu le dilemme qu'on va décortiquer aujourd'hui. On s'est basé sur un guide assez pratique qui explore les différentes options. Notre but, c'est vraiment de sortir les points essentiels pour y voir plus clair dans le marché actuel. Ah oui, absolument. Et ce n'est pas une décision à prendre à la légère, hein. Ça touche vraiment au projet de vie, au portefeuille aussi, bien sûr. Et puis, évidemment, ça dépend de chacun, de sa situation personnelle. Peut-être qu'on peut commencer par regarder la location. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui au Portugal? Oui, bonne idée. Alors, d'après nos lectures, la location, ça semble être la voie, disons, privilégiée pour ceux qui débarquent, ou ceux qui veulent juste tester une région, ou qui prévoient un séjour assez court, moins de 2 ou 3 ans. Mhm. C'est logique en fait, moins d'engagement, pas besoin de sortir un gros capital tout de suite, et puis on garde ses économies disponibles. Les sources disent aussi qu'on trouve pas mal d'options meublées, surtout dans les coins comme Lisbonne, Porto ou en Algarve. Oui, ça c'est la théorie. Mais la pratique, surtout dans ces grandes villes, elle est devenue intense. Le guide parle même d'un marché locatif 10 fois plus concurrentiel que celui de l'achat. C'est assez frappant. 10 fois plus. Ah oui, quand même. Oui, et les loyers ils ont grimpé en flèche. On lit qu'un T2, donc un 2 pièces, à Lisbonne, ça peut facilement dépasser les 1200 euros par mois maintenant. 1200 euros. Contre 800 avant, c'est ça? C'est ça, alors qu'on était plutôt autour de 800 il y a quelque temps. Et ça peut vouloir dire que le loyer absorbe plus de la moitié des revenus d'une famille. Plus de 50% du revenu juste pour le logement, c'est énorme. Est-ce qu'il y a des garde-fous, des protections pour les locataires? Alors, la loi protège un peu, oui, les contrats sont souvent d'1 à 3 ans, et l'augmentation annuelle des loyers, elle était plafonnée, autour de 4% pour 2024, par exemple. Mais attention, pour les étrangers, les propriétaires, les agences, ils sont souvent plus stricts. C'est-à-dire? Ils demandent beaucoup de justificatifs, et ce n'est pas rare de devoir payer plusieurs mois de loyer d'avance, voire une caution assez importante. D'accord. Donc la location, c'est flexible au début, mais ça devient vite cher et compliqué, surtout dans les zones tendues. C'est un peu ça, oui. Prix du bien, plus environ 8% pour tous les frais annexes. Les frais de notaire, les taxes. Exactement. L'IMT, le droit de timbre, etc. Et puis, c'est pour ceux qui voient ça comme un moyen de se construire un patrimoine. Les avantages sont clairs. On est chez soi, on fait les travaux qu'on veut. On est libre? Voilà, on possède un actif qui potentiellement peut prendre de la valeur. Et on n'a pas cette incertitude de la fin du bail ou d'une augmentation de loyer soudaine. Et financièrement, justement, comment ça se compare? Ces fameux 8% de frais au départ, ça doit peser lourd au début, j'imagine. Ah oui, c'est un coût initial important. C'est pour ça que le point de bascule, le moment où l'achat devient potentiellement plus rentable que la location, il se situe souvent autour de ces 3 ans. D'accord. Si on prend un exemple simple, un achat comptant, disons 300 000 euros, il faut compter environ 24 000 euros de frais au départ, juste les frais. Et après, il y a les coûts annuels, la taxe foncière, l'IMI, les charges de copropriété si c'est un appartement. Et si on fait un crédit? C'est souvent le cas pour les étrangers, non? Avec un apport? Oui, pour les étrangers, les banques demandent souvent un apport conséquent, entre 20 et 30% en général. Mais avec un crédit, les mensualités, elles peuvent être étonnamment proches des loyers actuels, voire même inférieures, surtout si les taux d'intérêt baissent un peu comme certains l'anticipent. Hmm. Il faut un apport solide, un taux d'endettement qui reste raisonnable. Les banques sont prudentes. D'accord. Donc l'achat, c'est une stratégie de long terme. Mais est-ce que ça peut aussi être vu comme un investissement pour louer, par exemple? Oui, c'est une dimension mentionnée. Les sources parlent de rendement locatif brut moyen au niveau national entre 6,9% et 7,3% début 2024. Mais là encore, il faut faire très attention. C'est une moyenne. Oui, ça doit varier énormément. Exactement. À Lisbonne, par exemple, avec des prix d'achat très élevés, le rendement brut tombe autour de 4,6%, alors que dans des zones moins chères comme Castelo Branco, on cite des chiffres qui pourraient monter vers 9%. C'est très différent. Et la location saisonnière, type Airbnb, c'est toujours une option? Alors là, prudence. Dans beaucoup de zones touristiques, l'émission de nouvelles licences pour ce type de location est actuellement gelée. Donc il faut bien se renseigner localement avant de compter là-dessus. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu les critères de décision, il y a l'horizon de temps, Mhm. court terme, plutôt location, long terme, on peut envisager l'achat, Oui. il y a la certitude géographique, est-on sûr de vouloir rester à cet endroit précis, et bien sûr, la situation financière,
Le capital disponible, les frais. C'est exactement ça. L'approche classique, souvent recommandée, c'est de louer d'abord. 6 mois, 1 an, le temps de bien explorer, de prendre ses marques, de confirmer son choix de lieu de vie, et ensuite acheter si on est sûr. Mais le guide mentionne aussi une tendance inverse, non? Avec la hausse des loyers. Oui, c'est un point intéressant. Face à cette pression locative très forte, eh bien certains nouveaux arrivants choisissent l'achat presque tout de suite. Leur raisonnement est assez direct. C'est pourquoi payer le loyer de quelqu'un d'autre alors que je pourrais rembourser mon propre crédit. C'est un calcul qui se tient, vu les niveaux de loyer actuels. Ça remet en question l'approche prudente classique. Tout à fait. Donc, en résumé, pour 2025, on a vraiment cette tension. D'un côté, la location, flexible au début, moins de capital immobilisé, mais des loyers très élevés et un marché compétitif. De l'autre, l'achat, plus stable, on construit un patrimoine, mais ça demande un engagement financier initial et sur le long terme. Et ça soulève une dernière question qui est peut-être un peu plus fine et qui apparaît dans nos lectures. Au-delà du choix binaire louer ou acheter, est-ce que le type de bien qu'on recherche ne change pas aussi la donne? Comment ça? Est-ce que chercher par exemple un appartement en plein centre-ville à rénover complètement ou une maison neuve en périphérie, est-ce que ça influence différemment la décision, compte tenu des dynamiques régionales dont on a parlé, de la compétition différente selon les zones? Ah oui, c'est une bonne question. L'équation n'est sans doute pas la même selon le projet immobilier précis. Exactement. C'est une piste de réflexion, je pense, et ça souligne l'importance probablement de se faire accompagner par des professionnels locaux. Parce que le marché bouge vite, les réglementations aussi. Il faut vraiment des conseils à jour et adaptés à sa situation et son projet.